Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui êtes branchés sur Canal numérique télévision et merci d'ajouter à suivre désormais dans votre programme tous les samedis à 21h05 le magazine CAP sur la décentralisation, votre magazine d'information, d'enquête et d'actualité sur le processus de la décentralisation en République démocratique du Congo et retrouver la rediffusion tous les dimanches à 10h45. Dans le précédent magazine, nous vous avions parlé du cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation en République démocratique du Congo, validé par les acteurs de la décentralisation à Kinshasa depuis déjà 8 ans. Parmi les objectifs spécifiques de ce cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation figure la promotion d'une nouvelle culture de participation citoyenne impliquant les populations à tous les niveaux dans toutes les séquences de développement local et de gestion des affaires publiques de l'État. À ce stade du processus de décentralisation en RDC, quelle est l'amélioration de la bonne gouvernance locale? Nous allons essayer d'entrer en profondeur avec notre invité du jour. Mais déjà, il faut souligner que la décentralisation est considérée en République démocratique du Congo comme un des principaux piliers de la gouvernance locale. Une bonne gouvernance locale implique un ensemble de mesures destinées à assurer et optimiser la gestion des affaires locales au plan économique, politique et administratif. Une gouvernance locale est performante lorsque la gestion des problèmes et ressources est effective, efficace et répond aux besoins essentiels de la société. Pour en parler un peu plus, nous recevons pour vous le professeur Michel Balabala Kasongo. Il est professeur à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Kinshasa, commissaire spécial honoraire de la nouvelle province du Kwilu et aussi ancien coordonnateur de l'ancienne province de Bandundu du projet de renforcement des capacités PRCG en sigle, un projet financé par la Banque mondiale pour appuyer le processus de la décentralisation en République démocratique du Congo, un projet arrivé en terme depuis février 2016. Mais avant de recevoir notre invité du jour, suivons d'abord ce que pense une frange de la population congolaise face à la question de la participation citoyenne à la gouvernance locale. Notre micro-baladeur avec Lennox Muziki et Morino Kalomé. Voilà, il y a un constat personnel, j'observe le pays. Quand il y a élection, c'est le peuple qui vote, c'est le peuple qui donne un mandat à toutes ces autorités-là. Mais dommage, nous n'avons jamais vu une autorité qui retourne à sa base pour donner le rapport. Et nous avons compris par après que tous ces gens-là ne cherchent que leurs propres intérêts. Le peuple en soi ne se retrouve pas. Donc nous déplorons la situation et nous leur demandons de revoir un peu leurs marches. Quand il y a élection, ils descendent partout, nous votez, je vais faire ça pour vous. Mais à la fin des comptes, ils ne s'occupent plus de la population. Il n'y a jamais un compte rendu des élus ou représentants du peuple dans leurs différentes assemblées. Parce qu'en principe, les élus devaient avoir des bureaux consultatifs après avoir recueillir les avis du peuple et puis les amener vers les assemblées et l'assemblée vers l'exécutif. Mais cette chose, c'est vraiment, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas mise en application. Les députés se contentent de faire des campagnes lorsqu'ils sont élus et ils s'en vont. Ils ne savent pas continuer à faire ces relais-là parce qu'ils doivent puiser du peuple et ramener vers l'assemblée vers l'exécutif. Chose jusqu'à aujourd'hui n'est pas faite. Donc, pour dire les peuples ou les citoyens n'est pas intéressé ou n'est pas confié à des décisions qui se prennent dans différentes circonscriptions décentralisées.
Monsieur le professeur, je signale ici que vous venez de publier un ouvrage au début de cette année 2017 et l'ouvrage est intitulé Être citoyen, introduction à une éducation à la citoyenneté, où vous évoquez aussi la question de la décentralisation et la gouvernance locale en République démocratique du Congo, car nous évoquons aujourd'hui la question de la gouvernance locale. Dites-nous, professeur, vous, en tant qu'expert de la décentralisation, expert en décentralisation, vous aviez suivi ces processus depuis le début de sa mise en œuvre jusqu'à ces jours. Dites-nous comment se présente aujourd'hui la gouvernance locale en République démocratique du Congo. Y a-t-il amélioration ou non? Merci, madame la journaliste. Vous savez, en ce qui concerne la décentralisation, qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui depuis le déclenchement du processus, moi qui ai été à la tête d'une province en ce qui concerne la décentralisation, je dirais tout simplement que ce processus-là, avec la situation du pays, n'est plus en marche. Aujourd'hui, je peux dire qu'on est en train de faire peut-être 2 pas en avant, mais 4 pas en arrière. Et en ce qui concerne la gouvernance locale, qu'est-ce que nous pouvons dire? On ne peut même plus parler de la gouvernance locale, puisque pour qu'il y ait gouvernance locale, d'abord, il faut le respect des principes. Et parmi les respects des principes, nous avons l'organisation régulière des élections au niveau de base, puisque ces gens qui sont à la base doivent eux-mêmes choisir leurs représentants. Leurs représentants en commençant par les chefs des secteurs, le conseil de commune, le conseil des secteurs. Tous ces mondes-là n'ont jamais été... On n'a jamais organisé des élections pour parler réellement de la gouvernance locale. Donc, à ce stade, pour moi, je dis, le processus est bloqué. Il faut qu'il y ait une volonté politique pour relancer le processus de la décentralisation et de la gouvernance locale. On me dira, quelqu'un peut me dire, non, mais nous avons des institutions comme le gouvernement provincial ou bien comme l'Assemblée provinciale, mais quel est le travail de ces 2 institutions? Et depuis là, quand est-ce que nous aurons transfert de compétences? Donc on n'a jamais eu transfert de compétences au niveau des provinces, ce qui signifie que quelque part il y a eu un frein. La décentralisation n'a pas encore atteint, comme c'est un processus, bon, ils se disent peut-être, bon, on peut prendre autant d'années et on arrivera, mais ce processus-là, il faut qu'on arrive quand même, ne fût-ce qu'à des principes qui amènent à une gouvernance locale qui soit réelle. Or, jusque-là, dans notre pays, non. Le processus, pour moi, est bloqué. Professeur Michel Balabala, je rappelle que vous êtes auteur de l'ouvrage Être citoyen, introduction à une éducation à la citoyenneté, baptisé au début du mois de mars, au lancement des activités du mois de la francophonie ici à Kinshasa. L'ouvrage Être citoyen, éducation à la citoyenneté contient 159 pages et est constitué de 8 chapitres dont la décentralisation et la gouvernance locale en République démocratique du Congo. Évoquant la gouvernance locale dans ces chapitres sur la décentralisation, professeur Michel Balabala, vous dites que dans sa dimension politique, la gouvernance locale repose sur les composantes telles l'organisation d'élections libres, régulières et transparentes au niveau des entités territoriales décentralisées. Vous venez de le dire tout à l'heure, une participation politique large de population à la gestion des affaires locales, non seulement à travers les mécanismes électoraux, mais aussi à travers la possibilité donnée aux individus, aux groupes sociaux et aux organismes de la société civile de prendre part à l'exercice du pouvoir local. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus en termes faciles ce contexte? Oui, madame, je l'ai dit ici que notre décentralisation a comme pilier la gouvernance locale. Et parmi le pilier de la gouvernance locale, il faut des organisations régulières
des élections au niveau local. Depuis que ce processus a été déclenché dans notre pays, aujourd'hui nous sommes pratiquement 10 ans, rien n'a été fait au niveau de l'organisation des élections au niveau local. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte que même s'il faut se référer aux négociations de Saint-Sylvestre, on a plus parlé de l'organisation des élections au niveau du président de la République et des députés provinciaux et nationaux. Mais personne, alors personne ne pense à parler de l'organisation des élections au niveau local. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie qu'au niveau local, nous allons encore nous retrouver avec des chefs de secteur désignés par Kinshasa, des administrateurs de territoire, pas des administrateurs de territoire, des maires de la ville désignés par Kinshasa, des conseillers. Les conseils n'existent même pas, ce qui signifie que même au niveau local, il n'y a même pas d'organe de contrôle qui puisse vérifier si le travail que les chefs de secteur sont en train de faire, les chefs de chefferie, si le travail que les bourgmestres de communes sont en train de faire, ils le font dans les normes tenant compte de l'administration réelle de notre pays. Donc à ce niveau-là déjà, dès lors que les animateurs de ces entités-là décentralisées sont nommés et non pas élus, nous ne pouvons pas dire qu'il y a gouvernance locale. Il faut que le peuple congolais sache que, au lieu de se préoccuper seulement de l'élection du chef de l'État, de l'élection des députés provinciaux et nationaux, ils doivent aussi s'occuper de l'élection des conseillers municipaux et des chefs de secteur et des autres animateurs des institutions décentralisées. Puisque sinon nous allons avoir quelle situation? On va élire un nouveau chef de l'État et le nouveau chef de l'État viendra avec sa majorité et sa majorité va commencer à nommer les animateurs des institutions, des entités locales. Et à ce niveau-là, ces gens qui sont nommés, ils seront contrôlés par qui? Ils ne seront même pas contrôlés par la population. La population ne se sentira jamais concernée sur ces nominations-là, puisque ces gens-là n'auront de compte à rendre qu'à ceux qui les ont nommés. Et vous savez comment les gens sont nommés ici chez nous. Ils ne sont pas nommés selon une rationalité politique, ils sont nommés selon le clientélisme, les principes du clientélisme. Donc, pour qu'il y ait gouvernance locale dans notre pays, il faut commencer par le premier point. Le premier point, c'est organiser d'abord les élections transparentes et libres au niveau de toutes les entités territoriales décentralisées. Sinon, toutes les théories que nous pouvons dire, nous n'arriverons pas à des résultats escomptés. Professeur Michel Balabala, évoquant toujours l'ouvrage Être citoyen, introduction à une éducation à la citoyenneté. Dans son chapitre sur la décentralisation, vous dites encore que dans sa dimension économique, la gouvernance locale regroupe le processus de prise de décisions qui ont une incidence sur les activités économiques et financières au plan local. Et en ce sens, la bonne gouvernance suppose donc à la fois des principes démocratiques acceptés de tous et la recherche permanente de l'équité, de la rigueur et de l'efficacité dans la conduite des affaires, ainsi qu'une volonté politique clairement affirmée de lutter contre la corruption. Donc ici, nous soulignons la corruption. Donc soulignant la corruption, que pensez-vous alors, messieurs les professeurs, de la cohabitation entre l'exécutif provincial et l'organe délibérant qui est l'Assemblée provinciale? En tout cas, l'expérience que j'ai eue pendant 8 ans d'abord comme coordonnateur provincial du projet de renforcement des capacités en gouvernance et aussi comme commissaire spécial, vous savez que j'ai été commissaire spécial, je pense que il est difficile d'abord quand on doit avoir des députés provinciaux
qui en réalité n'ont aucune autonomie, mais dépendent totalement de la décision de Kinshasa que ces députés provinciaux puissent faire un travail. Puisque quel est le rôle des députés provinciaux? Entre autres, c'est le contrôle de l'exécutif provincial. Mais ces gens-là, quelle que soit leur volonté, même s'ils veulent contrôler, mais il suffit qu'ils décident de contrôler, les mentors qui sont à Kinshasa vont leur dire, écoutez, abandonnez ce que vous voulez faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en réalité, les députés provinciaux ne font absolument rien. Ils ne font absolument rien. Vous allez voir, même quand ils sont en session, actuellement par exemple, ils sont en session pratiquement budgétaire. Mais posez-vous la question, ces gens-là sont en train d'être payés. Quel budget ils sont en train d'examiner? Ou quel contrôle ils sont en train de faire maintenant? Non, tous ces gens-là sont... Puisque en réalité, c'est que même s'ils ont la volonté de faire quelque chose, il suffit qu'ils décident qu'aujourd'hui, nous allons contrôler l'exécutif provincial. Directement, les mentors qui sont à Kinshasa vont leur dire d'arrêter le processus. Et ils sont incapables de fonctionner. En réalité, pour moi, ce sont des assemblées, pour certains, ce sont des assemblées figurantes. Sont des assemblées figurantes qui ne font absolument rien, mais que le pays est en train de dépenser autant d'argent. Je pense que si ça dépendait de moi, j'aurais dit, bon, le gouverneur, vous êtes là, voilà votre feuille de route, et puis rendez compte à Kinshasa. Au lieu de dire qu'ils doivent rendre compte, ils doivent être contrôlés par les assemblées provinciales, puisqu'en réalité, les gouverneurs rendent compte à Kinshasa et ne rendent jamais compte. C'est ce qui fait que même les exécutifs provinciaux savent que ce n'est pas les assemblées provinciales qui décident, mais c'est leur parti au niveau de Kinshasa qui décide. Voilà, donc pour moi, cette cohabitation-là, et alors, ça permet aussi à certains de faire des chantages vis-à-vis du gouverneur. Donc, à un moment, même le gouverneur lui-même devient un peu esclave de ces gens-là, puisqu'ils savent qu'en réalité, ils ne vont pas les démettre, mais ils vont créer ce que j'ai entendu quand j'étais encore coordonnateur, on appelait des motions ligablo. Hein, motion ligablo. Motion ligablo, c'est-à-dire quoi? À un moment, les députés provinciaux ont besoin d'un peu d'argent, ils doivent secouer un peu le gouverneur, et ils font une motion, et quelque temps après, même celui qui a fait la motion, on dirait qu'il n'a même pas compris sa motion, il les retire au moment où tout le monde ne s'attendait même pas. Donc en réalité, ça devient du théâtre. Mais alors, comme il semblerait que certains définissent la politique comme l'art du mensonge, vulgairement, hein, bien sûr, ils définissent la politique comme l'art du mensonge. Alors, ils font aussi de ça un théâtre du mensonge où ils doivent camoufler. Bon, il y a une institution qui est là, qui touche l'argent de l'État, mais pour ne rien faire. Voilà un peu ce que je peux dire à ce sujet. Alors que, professeur, qui dit décentralisation dit bonne gouvernance, qui dit décentralisation dit développement à la base, mais c'est comme ça, mais c'est la réalité du terrain. C'est la réalité du terrain, oui. Oui, madame la journaliste, prenez par exemple tous les budgets des provinces. En réalité, ce sont des budgets qui ne riment à rien, puisque les budgets dans un pays qui a pris la décentralisation comme mode de gestion, doivent être des budgets participatifs. Qu'est-ce qu'on entend par budget participatif? C'est-à-dire, ce sont des priorités qui doivent venir de la base. Par exemple, dans tel territoire, on dit, nous, notre problème, c'est des ponts. Et on dit, cette année, dans notre budget, pour tel territoire, nous allons mettre la construction de ponts. Tel autre territoire dit, nous, puisque ça vient de la base, nous, notre problème cette année, c'est les écoles. Mais regardez les budgets des provinces, sont des budgets évasifs. Et même les députés provinciaux qui sont censés apprécier les budgets ne peuvent même pas faire leur travail. D'abord, la majorité des exécutifs provinciaux, ils leur donnent le budget à la veille
du débat. Donc les députés provinciaux reçoivent la copie du budget à la veille du débat. Il n'a même pas eu le temps de les lire. Il n'a même pas eu le temps de les lire. Et comment il pourra intervenir pour donner un point de vue pour qu'on ait un budget réaliste dans des provinces? Non. Donc, tout se fait à la sorvette. Tout se fait à la sorvette. Est-ce que c'est une volonté cautionnée? Je ne sais pas. Mais, écoute, ici, je parle comme professeur d'université. Moi, je crois qu'il faut qu'il y ait une préparation. Il faut qu'il... Quand l'exécutif provincial a préparé le budget, il y a un délai normal. Moi, j'ai vu même une province que je ne veux pas citer ici. Le budget a été déposé même en dehors du délai constitutionnel. Et puisqu'on devrait clôturer la session le 29 décembre, l'exécutif provincial dépose le budget le 28 décembre la nuit. Quand est-ce qu'ils ont discuté sur ce budget? Et puis, quand est-ce que les députés ont lu le budget pour donner un point de vue? Et avec ces mêmes députés-là, vous croyez qu'ils peuvent venir contrôler? Ils vont contrôler quoi? Puisqu'ils ne connaissent même pas ce qu'ils doivent contrôler. Donc, je pense qu'avec les élections qui viennent, les choses vont s'améliorer. C'est un processus. Vous savez, les députés provinciaux qui sont là, ils sont là depuis 2006. Donc leur mandat est largement dépassé. En réalité, ces gens-là, nombreux n'ont plus le cœur à l'œuvre. Nombreux n'ont plus le cœur à l'œuvre. Et ils se disent, est-ce que nous serons élus, nous ne serons... Donc, ce travail-là ne les préoccupe même plus, puisque après 10 ans, 10 ans et 5 ans sans être élus, il y a usure. Il y a usure. Donc, qu'est-ce que vous pouvez attendre de ces gens-là? C'est comme ça, nous disons qu'il faut faire vite pour que cette même situation n'arrive pas à toutes les institutions de notre pays. Sinon, on va avoir des institutions qui... Il n'y a pas élection, mais ils sont là. Et ces gens, quand quelqu'un sait qu'il n'a jamais été élu, il sait qu'il ne rend compte à personne. Voilà ce que je peux dire. L'axe 3 du cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation étant le renforcement des capacités. Avant de poursuivre avec notre invité du jour, je vous propose, chers téléspectateurs de Canal Numérique Télévision, de suivre ce reportage sur la session de formation organisée par l'Académie diplomatique congolaise à l'endroit des agents et cadres du secrétariat général de la décentralisation portant sur la rédaction des documents administratifs. Durant 5 jours, du 3 au 7 avril dernier, 20 agents et cadres ont été formés en technique de rédaction des lettres administratives par le formateur Adolphe Mboulou, directeur au ministère des Affaires étrangères, sous financement de la CTB à travers le PRECOB. Suivant donc la réaction des participants à l'issue de cette session de formation au micro du magazine CAP sur la décentralisation. Je trouve que ça a été un beau cadre. On a pu suffisamment vraiment avoir beaucoup de connaissances. En tout cas, notre vocabulaire a été enrichi sur le plan professionnel. On doit quand même impacter quand on va rentrer à nos ministères proprement dites. Par rapport à... Vraiment, la CTB doit multiplier les genres de formation pareils, puisque là, nous voyons que nous allons puiser les connaissances qui peuvent nous mettre à la hauteur de notre vie professionnelle. Nous sommes satisfaits de la formation parce que c'est comme vous l'aviez dit dans les mots de remerciement, c'est une réponse aux besoins de nos attentes, autant plus que la décentralisation vise l'objectif de la bonne gouvernance par le renforcement des capacités. Et nous nous sommes retrouvés aussi parce que l'enseignant nous a formés surtout pour
pour notre performance par rapport à la précarité qu'il y a dans l'administration publique. Et là, nous avons souhaité qu'il y ait une formation continue, pas sélective, pour qu'il y ait une vision commune et partagée entre les dirigés et les dirigeants. C'était vraiment une très bonne formation qui nous a outillés pour donner le meilleur de nous-mêmes et rendre service à la République. Parce que par les documents, on nous lit partout et on voit même l'atmosphère de notre pays. Prof, parlant renforcement des capacités, qui est l'axe 3 du cadre stratégique de la mise en œuvre de la décentralisation. Pouvez-vous nous dire l'importance qu'a le renforcement des capacités des gestionnaires des affaires publiques de l'État pour la bonne marche du processus de la décentralisation en RDC, la décentralisation en tant que nouveau mode de gestion de la République, car vous avez évoqué tout à l'heure que ça ne marche pas encore au niveau de ces processus en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il faut vraiment, il y a cette importance du renforcement des capacités pour que les acteurs de la décentralisation sachent de quoi ils ont affaire? Oui, madame la journaliste, la formation d'abord doit être permanente. C'est-à-dire à tout moment, il faut que les fonctionnaires de l'État soient formés, qu'on renforce ses capacités avec de nouvelles technologies, avec tous ces changements qui sont en train de se produire dans le monde. Mais on va renforcer les capacités de qui? Regardez dans notre pays, dans toute l'administration publique, ceux qui sont là ont déjà largement dépassé l'âge de travail dans l'administration publique. On ne va pas renforcer les capacités de quelqu'un de 70 ans pour récolter quel résultat. Non, moi je pense que pour le moment dans notre pays, il faut qu'on mette les choses sur la table. Premièrement, qu'on puisse envoyer d'abord à la retraite tous ceux qui doivent aller à la retraite. On ne peut pas comprendre. On n'est pas en politique où il n'y a pas l'âge, où même à 100 ans, quelqu'un peut se dire « moi je veux encore devenir député ». Mais c'est une administration politique. Il y a l'âge d'être recruté et il y a l'âge de sortir. Mais regardez toutes ces formations que nous sommes en train de faire. Nous le faisons avec qui? Avec des gens qui le lendemain ne doivent même plus être là. Or, une formation pour que ça donne des résultats, la durée est au moins de 15 ans. Si vous formez, vous prenez, par exemple, vous êtes en train de former les gens de tel ministère. Vous regardez tous ces gens-là, vous vous rendrez compte que la majorité de ces gens-là ont déjà l'âge de 70 ans. Ce qui signifie quoi? Que nous attendrons les résultats quand ils auront 85 ans. Non, moi je pense que nous risquons aussi de penser, c'est vrai, on a besoin de renforcer les capacités, mais il faut se poser la question de renforcer les capacités de quelle sorte d'agents publics. Le vrai problème aujourd'hui dans l'administration publique, c'est le problème de la retraite. Le ministère de la fonction publique a déjà commencé un travail pour faire en sorte que ceux qui doivent aller à la retraite aillent à la retraite et qu'on recrute des jeunes qui peuvent être formés. À ce moment-là, quand un jeune est formé à moins de 35 ans, vous le formez, vous lui faites un renforcement des capacités aujourd'hui, c'est-à-dire quand il aura déjà 45 ans, on sent qu'il y a des résultats. Mais regardez tous ces renforcements de capacités qu'on est en train de faire dans tel ou tel autre ministère. Regardez les gens qui suivent ces formations-là. Quel est leur âge? Est-ce qu'ils sont encore aptes de travailler? Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où quelqu'un est retraité aujourd'hui dans tel ministère. Le lendemain, vous le verrez encore dans un autre ministère comme un nouveau recrue. Et vous attendez de ces gens-là, on recrute quelqu'un qui a 55 ans,
ou 60 ans, vous attendez de ces gens-là un renforcement des capacités pour quel résultat? Donc moi je crois que le renforcement des capacités est utile pour notre pays. Il faut, avec les changements qui se produisent dans le monde, les changements technologiques, les changements culturels, nous avons besoin de renforcement des capacités. Mais nous devons savoir qui renforçons-nous les capacités. Sinon c'est un travail inutile et on va demander l'argent à la Banque mondiale, à l'Union européenne pour des renforcements des capacités, pour ne donner aucun résultat. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Et professeur, alors au niveau de la base, au niveau de province, vous n'estimez pas que c'est vraiment une question réelle de renforcer les capacités, par exemple, des assemblées provinciaux, des assemblées provinciales plutôt, par rapport à tout ce qu'ils ont à faire aujourd'hui? Vous me demandez si on peut encore renforcer les capacités des assemblées provinciales. Quelle assemblée provinciale? Des assemblées provinciales qui n'ont plus de mandat, madame. On va renforcer leurs capacités pour donner quel résultat? Puisque maintenant nous attendons les élections. Je pense que s'il y a à renforcer les capacités, qu'on aille d'abord aux élections, qu'on élise de nouveaux représentants du peuple, et à ces nouveaux représentants du peuple, nous pouvons renforcer leurs capacités. Pour le moment, concentrons-nous d'abord aux élections. Au niveau des assemblées provinciales, il faut qu'on aille vite aux élections, que le peuple élise celui qu'il veut qu'il les représente. Quant à l'administration publique, c'est là où j'ai dit, commençons d'abord par résoudre les problèmes des retraites. Accompagnons le processus de retraite et recommençons le processus de recrutement. À ce moment-là, les renforcements des capacités seront des renforcements des capacités qui vont donner des résultats escomptés. Je voudrais signaler aux téléspectateurs de Canal Numérique Télévision que l'ouvrage Être citoyen, introduction à une éducation à la citoyenneté du professeur Michel Balabala est en vente à la direction générale de la francophonie située dans l'enceinte de la direction générale de la SNEL ici à Kinshasa, Gombe. Donc vous pouvez l'acheter et vous enrichir encore plus car cet ouvrage est vraiment très intéressant. Monsieur le professeur, merci d'avoir accepté notre invitation et nous espérons vous avoir encore très prochainement. Merci madame la journaliste. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est par ici que prend fin notre magazine CAP sur la décentralisation de ces jours. Le magazine CAP sur la décentralisation que vous retrouvez tout le samedi à 21h05 sur Canal Numérique Télévision. Et ce magazine vous est rediffusé tous les dimanches à 10h45. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.